Avec Emmanuel Sanon à la technique. Et pour la radio, nous avons Pitcher d'Haïti. Donc c'est une retransmission en direct sur New York et sur Port-au-Prince. C'est le fruit d'une collaboration tout à fait spéciale entre les services culturels de l'ambassade de France et la communauté haïtienne. Alors, sans plus tarder, je vais vous dire comment ça va se dérouler. Monsieur François-Xavier Schmitt, qui est ici, il va faire la note d'introduction. Ensuite, Madame Laurence Marie du Bureau du Livre, qui est la représentante des services culturels de l'ambassade de France, va vous adresser la parole. Ensuite, Covin Paul, qui est ici, professeur d'université, il va faire une présentation sur les relations entre les modèles littéraires français et les écrivains haïtiens. Mais je vous garantis qu'il y aura des lectures de textes parce que le comité a réquisitionné les services de 2 lectrices. D'abord, je ne suis pas sûr, elles ont choisi les livres. Elles ont choisi les livres. Et les livres en question sont Dany Laferrière, L'énigme du retour. La raison est très claire, Dany est le nouvel académicien originaire d'Haïti. Applaudissons cet événement. Gary à l'Académie française. Un autre livre, c'est de Yannick Laens. Madame Laurette Becker vient d'arriver directement de Port-au-Prince pour porter la parole, c'est-à-dire célébrer cette victoire que vient de remporter Yannick Laens. Laurette Becker. Ensuite, il y aura d'autres lectures, évidemment. Le gouverneur de la Rosée, qui est un sommet de la littérature d'Haïti. C'est toi? La belle amour humaine de Lionel Drouet. Donc, il y aura des lectures de textes qui sont intercalées avec les présentations. À partir de 7h10, Laurette Becker va monter au podium pour faire l'hommage à Yannick Laens. C'est notre nouvelle championne. Nous lui devons tout. Et puis, 7h30, c'est la conclusion. C'est-à-dire, à 7h30, le spectacle est terminé. Je conclus. Et à ce moment-là, vous êtes invités à acheter les livres, à visiter. Et en même temps, les commentaires en direct sur la radio et la télévision. Voilà. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à monsieur François-Xavier Schmitt. Bonjour à tous, merci d'être venus malgré le mauvais temps. Donc je suis le directeur de la librairie Albertine qui a ouvert ses portes il y a 6 mois. Et c'est vraiment une grande joie pour nous d'avoir cet événement dans nos murs après 6 mois d'existence. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans les rayons, il y a beaucoup d'auteurs haïtiens et ça part très bien. Ça veut dire que la littérature haïtienne a maintenant suffisamment de reconnaissance pour que ces livres s'exportent très bien. Je voulais remercier Étienne Télémac qui a coordonné toute cette journée, Ernst que je vois au bout là-bas, qu'on se côtoie tous les jours mais il a beaucoup œuvré également. Je voulais remercier évidemment les intervenants qui vont prendre un petit peu de temps pour nous donner des détails sur la littérature haïtienne. Et puis je voulais également remercier Hélène et Charlotte qui ont pris également beaucoup de temps pour travailler les textes et pour essayer de vous faire des lectures vivantes. Voilà. En tout cas, c'est encore une fois un grand plaisir pour nous. C'est très symbolique qu'il y ait une soirée à l'intérieur des services culturels de l'ambassade qui soit dédiée à Haïti. Voilà. Je vais laisser la parole à Laurence Marie, donc, qui est la responsable du bureau du livre sur l'ambassade de France à New York et qui va nous dire quelques mots. Et juste avant, donc, effectivement, à la sortie de cette conférence, il y aura des livres sur votre gauche. Si ça vous a plu, vous pouvez les acheter et les offrir parce qu'il y en a peut-être beaucoup que vous avez déjà lus. Voilà.
Bonsoir à tous. Donc, je suis la responsable du bureau du livre ici au service culturel de l'ambassade de France. Évidemment, la France et Haïti partagent à la fois une langue, mais aussi une histoire commune, et elles entretiennent des liens étroits d'amitié, de solidarité depuis extrêmement longtemps. Et donc, c'est vraiment un immense honneur pour nous ce soir de vous recevoir pour célébrer avec vous les merveilles de la littérature haïtienne, qui est véritablement un fleuron de la francophonie. Et je voudrais remercier à la suite de François-Xavier très chaleureusement tous ceux qui ont permis cette soirée, donc en particulier Étienne Télémac, on l'a cité, mais également Laurette Becker, Paul Covin, Franz-Antoine Lecomte, l'équipe de la librairie Albertine et aussi Ernst, que nous voyons chaque jour et qui, chaque jour, pas chaque jour, mais en tout cas souvent nous parle justement de la littérature haïtienne et qui est un immense lecteur. Donc André Malraux disait du peuple haïtien qu'il est un peuple de peintres. Et je crois que personne ne me contredira ici si je dis que c'est aussi un peuple de poètes. Et il paraît d'ailleurs qu'il y a actuellement près de 200 poètes en activité dans l'île, actuellement. Le premier grand écrivain haïtien que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement, c'est Franck Etienne, qui est justement à la fois peintre mais aussi poète, et qui a été d'ailleurs sacré trésor national vivant en 2006. Et je n'oublierai jamais un moment extraordinaire auquel j'ai assisté. Nous avons déjeuné ensemble, donc avec Franck Etienne et quelques autres personnes, dans un restaurant très chic de Soho, donc ici à New York. Et à la fin du repas, tout à coup, Franck Etienne s'est levé, et à la surprise générale, sauf de ceux qui le connaissaient déjà, il s'est mis à chanter des poèmes d'une voix absolument tonitruante et splendide. Tous les clients du restaurant, et ils étaient nombreux, en sont restés bouche bée. Et il a eu un succès énorme, tout le monde l'a applaudi à tout rompre, et c'était un moment que je ne suis pas prête d'oublier. Donc cette grandeur de la littérature haïtienne, évidemment, ne date pas d'hier, comme vous le savez, et elle est ancrée dans une histoire qui est particulièrement dense. Je pense particulièrement, évidemment, à Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, Marie Chauvet, ou encore René Depestre, pour ne citer qu'eux. Et plus récemment, depuis une dizaine d'années, c'est une nouvelle génération particulièrement brillante d'intellectuels haïtiens qui a émergé, avec des romans engagés politiquement, mais aussi des romans poétiques empreints d'un réalisme magique. Je pense donc évidemment, on l'a cité déjà, au grand Dany Laferrière, qui est élu le 12 décembre 2013 à l'Académie française, et qui déplace les foules partout où il se rend. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le voir, et à chaque fois, c'est l'émeute. Voilà. Je pense aussi à Lionel Trouillot, évidemment, qui a été à deux doigts de remporter le prestigieux prix Goncourt en 2011 avec Sa belle amour humaine, si je comprends bien, qui sera lu tout à l'heure. Je pense aussi à Yannick Lahens, que nous avons cité, qui a reçu le prix Féminin en novembre dernier pour Bain de lune, qui sera également lu ce soir. Bon, je ne vais évidemment pas pouvoir citer tout le monde ici, mais je veux citer quand même Kate Mars, Marvin Victor, Gary Victor, Anthony Phelps, Edwige Dantica, Jean Métellus, Louis-Philippe d'Alembert, Rodney Saint-Éloi, Georges Castera, etc., etc. Vous compléterez la liste. Le lectorat en France de ces écrivains ne cesse de s'élargir. François-Xavier l'a souligné, et c'est vrai, les chiffres de vente le montrent. Et un grand nombre sont traduits ici aux États-Unis sur un marché qui est particulièrement difficile pour la littérature française et francophone. Après le 12 janvier 2010, Dany Laferrière a affirmé de manière un peu provocatrice « Haïti n'a pas besoin de larmes, mais d'énergie ». Et Yannick Lahens aussi a pu parler de, je la cite, cette sagesse collective propre à Haïti, qui est qu'on vit sans illusion, mais aussi sans renoncement. Et je crois que c'est très important. En accédant à cette reconnaissance internationale, les écrivains haïtiens de cette nouvelle génération sont devenus, je crois, les meilleurs ambassadeurs d'Haïti dans le monde. Et la nomination, en novembre dernier, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, de la haïtienne qui a immigré au Canada, Michaël Jean, est une petite révolution qui vient confirmer qu'un vent de renouveau souffle bel et bien sur la communauté haïtienne et sur la littérature en général. Pour toutes ces bonnes nouvelles, nous sommes donc particulièrement heureux de rendre hommage à Haïti ce soir ici, dans un lieu éminemment symbolique, François-Xavier l'a souligné, ce lieu éminemment symbolique donc que sont les services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Oui, elle mérite bien des applaudissements. Allez-y, allez-y. Hein. Je rappelle que nous sommes en direct sur Haïti et je donne crédit immédiatement au technicien Éric Saint-Hilaire qui fait le reportage sur Port-au-Prince. Donc, nous allons continuer tout de suite avec le programme. Nous disons qu'à 7 minutes, nous appelons à la barre le docteur Covin Paul, qui est un enseignant universitaire et aussi un écrivain. Covin Paul, mesdames, messieurs.
vous tous qui êtes présents ce soir, créant un climat d'écoute, je vous dis bonsoir. Mon intention ce soir, en présentant ce texte que j'intitulerai « La francophonie en Haïti », il n'est pas de vous imposer le fardeau de long discours, mais plutôt de vous dire en des termes simples et clairs le destin de la langue française en Haïti. Parler français en Haïti a été toujours un signe de distinction, un éloge de la différence. Et chose qui à première vue peut paraître paradoxale, c'est que dans ce petit pays, dont la majorité des gens sont des analphabètes fonctionnels, le français devient une langue de fascination. Dans les écoles d'autrefois, par exemple, le créole, langue nationale, était banni dans les salles de classe et même dans les cours de récréation au profit du français. Et sans même faire un grand travail de mémoire, on peut se rappeler encore cette phrase écrite au frontispice de toutes les écoles publiques ou privées: le créole est interdit au sein de l'établissement. Ce mot n'était pas simplement une périphrase de professeur, c'était une loi à observer. Et contrevenant à ces dispositions tout contrevenant à ces dispositions était puni de coups de fouet ou de main tendue ou des centaines de lignes écrites à écrire comme pinceau. Drôle de façon peut-être de promouvoir une langue ou de faire de la francophonie, dirait-on. Mais attention, derrière ce que j'appellerais moi-même un caporalisme linguistique se cachait tout un projet de grandeur. Il s'agissait en effet de conserver et surtout de maîtriser une langue acquise et conquise à la pointe de l'épée en 1804. En effet, l'acte de dépendance d'Haïti est écrit en français. Et c'est comme dirait sans ostentation que la francophonie avant la lettre est née en Haïti. Et là, si je me réfère à la littérature, je ne manquerai pas de citer le professeur Léon François Hoffmann, qui dans son ouvrage « Littérature d'Haïti » eut à écrire « Dans le cas de la littérature d'Haïti, elle est la doyenne de la littérature ultramarine de langue française. » Et moi, je dirais une littérature qui marche dans le sillage de la littérature française. En effet, tous nos premiers écrivains, et même ceux d'aujourd'hui, en renom, ont toujours choisi dans leur écriture un modèle français. En 1820, après la publication des premières méditations de Lamartine, Coriolan Ardouin, un poète haïtien, est devenu, avec ses textes écrits à la manière romantique, le Lamartine haïtien. Écoutez, pauvre jeune homme âgé de 21 ans à peine, je suis devenu trop vieux. Oui, l'existence humaine est bien nue à mes yeux. Vivre ou mourir, qu'importe. Vivre jusqu'au jour où la tombe l'emporte, jusqu'à ce que le cœur plonge sans remonter et se noie et s'abîme. Alors c'est le repos éternel et sublime. Alors c'est le bonheur. On croirait entendre ici la voix de Lamartine disant « Mourir n'est pas mourir, mais c'est changer ». Tout n'est pas fini pour autant. D'autres écrivains, par exemple, comme Edgar Villers, de la génération de la Ronde, avant même que soit né le concept de francophonie, avaient choisi de désigner la France, et je cite, « notre métropole intellectuelle ». Et le tout était bien résumé, bien condensé dans cette phrase, extraite d'un article publié dans le journal Haïti littéraire, organe d'information de la génération de la Ronde. Je cite, « Notre langue est française, françaises sont nos mœurs, nos coutumes, nos idées, et qu'on le veuille ou non, française notre âme. » Cette déclaration, qui semblerait être un rejet de la chose nationale en vue de célébrer un autre part culturel, a été revue et corrigée par le poète haïtien Léon Lalo dans un poème intitulé « Musique nègre ». Et ceci sans porter atteinte à la virginité du terme de francophonie. Écoutez, ce cœur obsédant qui ne correspond pas avec mon langage et mes coutumes, et sur lequel mordent comme un crampon des sentiments d'emprunt et des coutumes d'Europe, sentez-vous cette souffrance
Et ce désespoir a nul autre égal d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. Ce genre de métissage qui est de la francophonie est ressenti comme une blessure par Léon Lalo, devient joie, bonheur et même de l'érotisme pour un poète haïtien comme René Despestre qui a reçu le prix de Goncourt en 1982. Écoutez Despestre. De temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française, de lui frotter le corps avec les herbes parfumées qui poussent en amont de mes vertiges d'anciens nègres marrons. Enfin, je dirais que la francophonie qui aujourd'hui est devenue conférence au sommet, relations internationales, discours ou dialogue de culture est une vieille connaissance pour Haïti qui, dès les premiers agissements de ce pays comme nation indépendante, avait adopté le français comme langue officielle et moyen de communication avec les autres pays francophones du monde. Et si aujourd'hui, l'honorable Michael Jean devient sur la scène mondiale secrétaire général de la francophonie, ce n'est pas un hasard, c'est plutôt une apothéose. Et aujourd'hui, je me réjouis d'avoir écrit, avant même que Michel fût Michel, secrétaire de la francophonie, ce mini-texte d'admiration. Michael, oh Michael, cette étoile d'Haïti qui brille à 1000 milles du pays, comment te nommer? Tu es déjà Michael, Michael et Michael. Ah, que le père Hugo vienne à ma rescousse, qu'il m'emprunte ce vers pour te nommer, oui Michael, tu es cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Merci. Oui, convaincant, mesdames, messieurs. Le spectacle de ce soir a été conçu sous une forme d'intégration, une espèce d'association entre les analyses des spécialistes de littérature et les lectures aussi. Donc, Hélène, qui est ici avec nous pour ce soir, va faire la première lecture autorisée, c'est-à-dire un extrait de Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, qui est l'un des sommets de la littérature haïtienne et francophone. Hélène, s'il vous plaît. Dans le prolongement de la route, il la vit venir. Il la reconnut aussitôt à sa robe sombre, à son madras blanc, et parce qu'elle était grande, qu'elle seule avait ce jet pur et souple des jambes, cet oscillement des hanches dans la douceur, et parce qu'il l'attendait. Il marcha lentement vers elle. « Je te dis bonsoir, oui, Anaïs. » Quelques pas les séparaient. « Ôte-toi de mon chemin. » Elle respirait fort, sa poitrine se soulevait. « Raconte-moi ce que je t'ai fait et pourquoi nous sommes ennemis. » Elle lui dérobait son visage. « Je n'ai pas à te bâiller d'explications, je suis pressée, laisse-moi passer. » « Réponds-moi d'abord. Je ne veux pas te faire de violence, Anaïs. J'ai de la bonne amitié pour toi. Crois-moi, en vérité... » Elle soupira. « Ah, et mes amis, en voilà un homme entêté. On dirait qu'il n'a pas d'oreille pour entendre. Je te dis de me laisser continuer mon chemin, oui. » On voyait qu'elle faisait un effort pour l'impatience et le mécontentement. « Je t'ai cherché tout partout, mais tu te cachais, comme si j'étais le loup-garou lui-même. Je voulais te parler, parce que je sais que tu peux m'aider. »« Moi ? T'aider ? Et comment ça ?» fit-elle surprise. Pour la première fois, elle le regarda, et Emmanuel vit qu'il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais seulement une grande tristesse. « Je te dirai, si tu veux m'écouter. »« Les gens vont nous voir, murmura-t-elle faiblement. »« Personne ne viendra et même. » « Est-ce que tu n'es pas fatiguée, Anaïs, de toute cette haine ? Il y a, à l'heure qu'il est, beaucoup de haine entre nous. On a assez de peine comme ça dans l'existence, c'est vrai. Ah, ce que l'existence est devenue difficile, Manuel. » Elle se reprit très vite. « Laisse-moi partir pour la grâce de Dieu. » « Alors, tu n'avais pas oublié mon nom ? » Elle répondit d'une voix éteinte. « T'en prie, ne me tourmente pas. » Il lui prit la main,
Elle voulut la lui retirer, mais elle était sans force. Tu es une bonne travailleuse, on dirait. Oui, dit-elle avec fierté. Mes mains sont usées. J'ai à faire un grand causé avec toi, tu sais. On n'aura pas le temps, la nuit vient, regarde. Le chemin s'effaçait, les arbres noircissaient et se fondaient dans l'ombre. Le ciel n'avait plus qu'une lueur hésitante, assombrie et lointaine. Seul, au plus bas de l'horizon, un nuage rouge et noir se dissolvait dans le vertige du crépuscule. « Est-ce que tu as peur de moi, Anaïs ?»« Je ne sais pas, fit-elle dans un souffle oppressé. Demain, vers le tard de l'après-midi, quand le soleil sera au pied du morne, je t'attendrai sur la butte des Lataniers. Est-ce que tu viendras ? Non, non. Sa voix était basse et effrayée. Anna, dit-il. Il sentit sa main trembler dans la sienne. Tu viendras, n'est-ce pas, Anna ? Ah, tu me tourmentes, et comme si j'avais perdu mon ange. Pourquoi me tourmentes-tu, Manuel ? Il vit ses yeux pleins de larmes et entre ses lèvres qui suppliaient l'éclat humide de ses dents, il lâcha sa main. Voilà la nuit, Anna. Va en paix. Va reposer, ma négresse. Elle n'était plus là. Ses pieds nus en s'en allant ne faisaient pas de bruit. Il dit encore, « Je vais t'espérer, Anna. » Je rappelle que ce spectacle est retransmis en direct sur Haïti, sur Port-au-Prince, grâce à Algamet de Gary Altidore et surtout à Peter d'Haïti qui nous regarde. Peter, merci beaucoup Peter, c'est du bon travail. Et après le spectacle, vous aurez l'occasion, l'opportunité de faire des commentaires en direct sur ce que vous avez vu et entendu. Alors, le prochain intervenant, c'est le docteur Franz Antoine Lecomte. Il est professeur de littérature au CUNY. Franz ? Je profite de l'occasion pour vous dire le plaisir que je ressens. C'est une très très belle soirée. Et ce que je dis pourrait peut-être s'intituler « La richesse d'Haïti ». Je commence par dire qu'on a construit, et c'est tout à fait malheureux, une très longue tradition qui permet de diaboliser Haïti depuis 1804 pour avoir acquis sa libération et son indépendance par le fer et par le feu, et aboli peut-être pour la première fois sur notre planète cette ignominieuse et révoltante pratique de l'esclavage. On a voulu faire croire que l'haïtien n'était pas civilisable, et pourtant, en se libérant, il a aussi libéré l'homme, il a libéré l'autre, c'est-à-dire tous les hommes du monde. Et c'est, je crois, la plus grande leçon de civilisation que l'on puisse donner. Et ensuite, il y a eu un procès anthropologique imposé à Haïti qui autorise un ostracisme extrême et permanent, c'est-à-dire le pouvoir de parler de ce pays en des termes péjoratifs, dépréciateurs et surtout destructeurs. L'héroïsme et le stoïcisme des pères fondateurs sont souvent convertis en une malédiction historique qu'on explique par un fallacieux contrat qu'ils auraient signé avec le diable pour réaliser la geste de la libération et de l'hominisation de tout un peuple martyrisé de manière séculaire. C'est vrai que l'État-nation d'Haïti ne cesse d'échouer en économie, en politique, en santé et même en éducation. Et dans le domaine des droits de l'homme, paradoxalement. Mais en revanche, il a émergé de cette terre une authentique tradition tout à fait heureuse, géniale et salvatrice depuis les dernières décennies du XVIIIe siècle.
une sorte de sublimation de l'écriture pour combattre cette conception pathologique du monde qui tendait surtout à établir subjectivement d'un côté les qualités, la supériorité et de l'autre les lacunes et les infériorités de certaines races humaines. Louis-Joseph Janvier, Anténor Firmin, Solon Ménos et Hannibal Price se sont révélés de grands champions contre les détracteurs de la cité, des sentinelles, je dirais, irréductibles. Cependant, il n'existait pas à cette époque de grands prix pour couronner leurs œuvres et l'érudition qu'ils ont employée pour contrer les critiques acerbes de l'exogène. Les écrivains des générations futures seront récompensés par de prestigieux prix qui encourageront leur conviction citoyenne et leur fidélité à cette île tragique qu'est Haïti. Alors qu'il me soit permis aujourd'hui et ici de présenter brièvement quelques hommes et femmes de lettres de mon pays qui se sont distingués dans cette voie, aux chaos sociaux, politico, économiques, haïtiens. Ils ont su opposer une excellente créativité continue dans le domaine de la pensée et dans le domaine de la culture. Et je commence. Robert Beruet Auriol, poète, linguiste, enseigne la linguistique. Il vit à Montréal et a fait paraître plus de 6 recueils de poèmes, des monographies et beaucoup d'artistes. Il a gagné beaucoup de prix et celui, bien sûr, du prix du livre insulaire Ouessant en 2010 pour poèmes de décours. Nous avons ici, heureusement, avec nous un autre lauréat que j'affectionne particulièrement. C'est Jean-Max Calvin, poète nouvelliste. Il vit à New York, membre fondateur du Haut-Guénicon, un fameux cénacle littéraire. Il a remporté le prix du livre insulaire de Ouessant en poésie en août 2002 pour La Pluie et ses tambours. Jean-Max, je te salue. Georges Castrat, poète, vit à Port-au-Prince, s'engage dans toutes les luttes du monde pour libérer l'homme. Il a gagné le prix Carbet de la Caraïbe en 2006 pour Le Trou du Souffleur. Marie-Vieux Chauvet, romancière, nouvelliste, dramaturge, a gagné en 1960 le prix France-Antilles pour Filles d'Haïti, œuvre traduite en anglais, espagnol et italien. Marie-Thérèse Collimon-Hall, romancière, nouvelliste, dramaturge, poète, enseignante. Elle a produit des ouvrages didactiques et plusieurs enregistrements sonores. Elle a gagné le prix littéraire France-Antilles en 1975 pour Fils de misère. Louis-Philippe d'Alembert, romancier, nouvelliste, poète, essayiste, Grand Prix de poésie de la ville d'Angers pour Et le soleil se souvient et le prix RFO 1999 pour L'autre face de la mer. Edwidge Dantica, une véritable championne, romancière, nouvelliste, essayiste, littérature de jeunesse, beaucoup d'essais, de récits et d'articles, détentrice d'une dizaine de prix, dont le prix Carbet de la Caraïbe pour la récolte douce des larmes et le Grand Prix de l'Association des écrivains de la Caraïbe pour Créer dangereusement 2013. Ses œuvres ont été traduites en français, italien et néerlandais. René Despestre, romancier, poète, essayiste et nouvelliste, l'un des plus grands noms de la littérature haïtienne. Plus de 14 prix littéraires, dont le Goncourt de la nouvelle pour Alléluia pour une femme jardin, 1982. En 1988, pour Adriana dans tous mes rêves, le prix Renaudot, le prix du roman de la Société des gens de lettres, le prix Antigone de la ville de Montpellier et le prix du roman de l'Académie royale de langue et de littérature française. Et 1993, prix Guillaume Apollinaire de poésie pour Anthologie personnelle. 1998, le Grand Prix de poésie de l'Académie française pour l'ensemble de ses travaux. Dany Laferrière, journaliste, romancier, nouvelliste, des essais, des articles, des films, 13 prix d'excellence, dont prix Carbet, 1991 pour L'odeur du café, 2002 prix du livre RFO pour Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit? 2009 prix Médicis pour L'énigme du retour et 2013 son élection à l'Académie française. Ses œuvres sont traduites en 17 langues. Yannick Lyons,
Romans, essais et récits, nouvelles, de nombreux articles et entrevues, de nombreux prix de distinction littéraire. En 2002, 2008, 2009, 2014, le prix du Salon du Livre de Leipzig, prix 1000 pages, prix du livre RFO, prix littéraire des Caraïbes de la Delphes, le prix Carbet des lycéens et le fameux prix Femina. Kathleen Mars, ses œuvres paraissent en romans, romans feuilletons, nouvelles, poésie et textes dans les ouvrages collectifs, 4 prix littéraires dont le prix Senghor de la création littéraire pour l'heure hybride en 2006 et le prix Prince Claus en 2011. Elvire Meuroir, romancière, essayiste, poète, dramaturge et quelques livres d'histoire, 6 prix littéraires et distinctions dont le prix de la Société des poètes français en 2010 pour Coquillage africain en terre d'Europe. Le docteur Jean Métellus, un très grand romancier et un très grand poète, un excellent dramaturge et essayiste, d'innombrables articles, des entretiens et une importante discographie, 8 prix et distinctions littéraires, dont le prix André Barré de l'Académie française en 1982 et le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2010. Anthony Phelps, journaliste, immense poète, romancier, nouvelliste, dramaturge, des pièces radiophoniques et des contes pour enfants, des films et une discographie importante. C'est l'une des plus grandes voix d'Haïti, 4 grands prix et distinctions littéraires, dont le prix Poésie du Salon du Livre insulaire récent pour Nomade je fus de très vieille mémoire en 2012. Pourquoi pas citer le docteur Jean Price Marx, qui a été l'auteur d'une centaine d'essais dans les domaines de l'anthropologie, l'histoire, la pédagogie, la politique et la littérature, 14 titres et distinctions. Il fut le premier lauréat du prix littéraire des Caraïbes de la Delphes en 1965 pour l'ensemble de son œuvre. Ainsi parla l'oncle, un essai d'ethnographie est tout simplement impérissable. Émilie Prophète s'est exprimée à travers des poèmes, des romans, des textes à succès, dans des ouvrages collectifs auxquels il faudra ajouter de la poésie enregistrée et mise en musique. 2 prix et distinctions littéraires, dont le prix Caraïbes de la Delphes en 2009 pour le Testament des Solitudes. Gary Victor, abondant romancier, nouvelliste, dramaturge, il produit aussi des textes mis en musique, plus de 5 prix et distinctions littéraires, dont le prix du livre insulaire Ouessant 2003, le prix du livre RFO en 2004 et le prix littéraire des Caraïbes de la Delphes. Lionel Trujillo, journaliste, enseignant, romancier, nouvelliste, poète, écrit beaucoup d'articles et des œuvres littéraires pour la jeunesse, plus de 9 prix et distinctions littéraires, dont le prix des Amériques insulaires en 2006 et le Grand Prix du roman métis. Franck Etienne, enseignant, chanteur, comédien, dramaturge, écrivain et peintre qui s'accroche obstinément à son île qu'il refuse de quitter, d'une fécondité incomparable, auteur d'une centaine d'œuvres en littérature, théâtre et peinture. Il a reçu plus d'une vingtaine de prix de distinction, dont le Grand Prix du livre insulaire récent, 2005, le Prix international de littérature romane, Rome, 2006, et le Prix Prince Claus aux Pays-Bas pour l'ensemble de son œuvre. J'espère de tout cœur que la librairie Albertine sera un coin important de la Grosse Pomme où pourra se réunir la communauté francophone et particulièrement haïtienne en quête de livres, de savoir et de culture. Merci. Ah oui, ça mérite un applaudissement. Nourri, s'il vous plaît, allez-y. Et vous allez encore applaudir parce que je fais appel tout de suite à l'autre lectrice, c'est Charlotte. Charlotte. Charlotte va faire 2 extraits? Un extrait. Un extrait tiré de l'œuvre d'un des plus brillants écrivains haïtiens. Il s'agit de Dany Laferrière. Applaudissons Charlotte. C'est un extrait de L'énigme du retour. Je suis entrée par hasard dans la nouvelle librairie La Pléiade. J'ai connu, à la fin des années 60, celle du vieux Lafontaine, toujours assis près de la porte d'entrée. C'était un homme affable, malgré des sourcils touffus qui lui faisaient un air bourru. Il ne parlait pas beaucoup.
On allait directement au fond, chercher les livres qui nous intéressaient. Jamais plus d'un à la fois. On les choisissait dans la fameuse collection Maspero, mise à l'index par un pouvoir paranoïaque. Le vieux Lafontaine prenait quotidiennement des risques pour offrir autre chose que ses romans policiers et ses magazines insignifiants étalés sur une table à l'entrée. On calculait le prix et, en passant près de la caisse, on déposait le montant exact sur le comptoir. Sans regarder derrière soi, on continuait son chemin jusqu'à la sortie. Toute l'opération doit se dérouler dans une fluidité absolue. On s'entraînait à la maison. On se retrouvait après, mes camarades et moi, dans notre petit restaurant, en face de la place Saint-Alexandre. Chacun avec le livre qu'il venait d'acheter. On mettait tous les livres sur la table. Puis, on tirait au sort pour savoir qui lira quoi. Nos 20 ans étaient si sérieux qu'une fille a presque dû me violer pour que je comprenne ce qui se passait autour de moi. Celle qui écoutait les Rolling Stones à la radio était déjà passée à la révolution sexuelle quand on lisait encore Chine Nouvelle. On cherchait désespérément, dans les discours de notre idole Zhou Enlai, ce stratège sévère et élégant du parti, un parfum de femme, le soupçon d'une jambe ou une nuque dufteuse qui nous aurait fait faire des rêves érotiques. Le vieux Lafontaine a légué la librairie à ses 2 filles, Monique et Solange, qui l'ont scindée en 2. Une librairie à Port-au-Prince, un peu plus grande que celle de Pétionville. Je converse un moment avec Monique, qui dirige la librairie de Pétionville. Elle me montre une jeune fille en train de feuilleter un de mes romans. Je reste fascinée par sa nuque. La nuque dévoile beaucoup d'une lectrice. Je vais dans la cour, sous l'arbre, pour éviter de la gêner si jamais elle se retournerait et me reconnaissait. Je n'aurais jamais pensé me retrouver un jour à la Pléiade, dans la position de l'écrivain. En marchant ainsi dans cet univers, la ville, les gens, les choses, que j'ai tant décrits, je n'ai plus l'impression d'être un écrivain, mais un arbre dans sa forêt. Je prends conscience que je n'ai pas écrit ces livres simplement pour décrire un paysage, mais pour en faire encore partie. C'est pourquoi la remarque du vendeur de journaux m'a atteint si fortement. À Port-au-Prince, au début des années 70, j'étais journaliste car il fallait dénoncer la dictature. Je faisais partie de la petite bande qui montrait les dents au pouvoir. Je ne me posais aucune question par rapport à moi-même jusqu'à cette crise sexuelle à la toute fin. C'est en vivant à Montréal que j'ai pris conscience de mon individualité. À moins 30 degrés, on a tout de suite une conscience physique de soi. Le froid fait baisser la température. Dans la chaleur de Port-au-Prince, l'imagination s'enflamme si aisément. Le dictateur m'avait jeté à la porte de mon pays. Pour y retourner, je passe par la fenêtre du roman. Nous venons de faire le moment La Ferrière, qui est un autre moment important dans l'ascension littéraire haïtienne. Nous allons passer maintenant à Hélène pour un extrait de La Belle Humaine. La Belle Amour Humaine de Lionel Trouillot. Savez-vous que le titre La Belle Amour Humaine est un titre de Jacques-Stéphane Alexis, le grand Jacques-Stéphane Alexis, que je vous demande d'applaudir tout de suite. Le maître du réalisme merveilleux en Haïti est Charlotte Valire Trouillot. Un enquêteur était venu de la capitale, un petit monsieur qui n'avait pas l'air méchant, mais qui était pourtant considéré comme le meilleur limier des services de police. Un spécialiste des grandes affaires. 2 notables avaient trouvé la mort et disparu sans laisser de traces dans des circonstances pour le moins troublantes, dans une localité que le ministre et les membres de son cabinet avaient eu beaucoup de mal à repérer sur la carte. 2 hommes en bonne santé, sûrs d'eux-mêmes, ayant fait une carrière honorable dans leurs professions respectives et conquis une place enviable au sein de la haute société. Le ministre tempêtait. « C'est quoi Anse affoleur ?»« Nous vérifions, monsieur le ministre. »« C'est où Anse affoleur ?»« Vers le nord, monsieur le ministre. »« Le nord-est, vers la frontière ?»« Le nord-ouest, monsieur le ministre. Leur frontière, c'est la mer, monsieur le ministre. »« C'est qui Anse affoleur ?»« Personne, monsieur le ministre. Une poignée d'habitants sans fortune et sans patronyme. » Caractéristique générale, un signe particulier ? Néant, monsieur le ministre, une bourgade sans mérite, un lieu-dit qui assume loin de tout son face-à-face avec la mer.
dont le nom n'a figuré qu'une seule fois dans la chronique mondaine des quotidiens de la grande ville, en référence aux résidences secondaires en 2 points identiques que les 2 amis avaient fait dessiner et construire par un architecte en vogue et baptisé les Belles Jumelles. Rien à signaler, sauf une statue de Sainte-Anne qui attire parfois des pèlerins. Ah, Sainte-Anne, une grande sainte. Laquelle des 2, monsieur le ministre? Il y en a au moins 2. 2 qui sont très connus et une pléiade de moins. Bon, peu importe, résumons. Quel type de pèlerins? Des miséreux, monsieur le ministre. Des miséreux. Mourir à Anse-Affoleur. Ça pue le crime à milieu. À 275 km, monsieur le ministre, la nationale 1 sur 100 km, puis une bifurcation. Peu importe, résumons. 2 grands nègres. Nègre, monsieur le ministre, j'ai commencé mon enquête. L'homme d'affaires Robert Montes ne voulait pas être nègre. C'est même chez lui une tradition familiale, monsieur le ministre. Peu importe, qui vous a demandé d'enquêter sur les victimes. Résumons. On ne tue pas impunément des personnes de qualité. Le colonel Pierre-André Pierre a protégé l'État contre les apatrides, les trotskistes, léninistes, monsieur le ministre. Peu importe, résumons. Avec votre permission, la nuance est de taille, monsieur le ministre. Les trotskistes, contrairement aux léninistes, peu importe, résumons. Mais, pas de mais, monsieur l'enquêteur. Résumons. Le colonel Pierre-André Pierre a protégé l'État contre les voyous et les emmerdeurs. C'était un de ces braves sur la force desquels repose tout l'édifice social. Quant à mon ami, en tant que créateur d'emplois et philanthrope, il contribuait au développement de l'économie nationale. La perte est incommensurable. C'est où, dites-vous, Anse-Affoleur? Vers le nord, monsieur le ministre. Des antécédents criminels? Aucun, monsieur le ministre, pas depuis l'histoire coloniale, quand y résidaient des pirates. Bon, peu importe, résumons. Ramenez-moi des coupables et présentez mes sympathies à la veuve, en mon nom propre et au nom du gouvernement. Mais, monsieur le ministre, on ne peut pas exclure la veuve de la liste des suspects. Écoutez, monsieur l'enquêteur, cette femme avait des airs de veuve du vivant même de son mari, ou plutôt une allure de fantôme. Les fantômes ne tuent pas. C'est quelqu'un de là-bas. Qu'il soit seul ou plusieurs, ramenez-nous ce quelqu'un. À vos ordres, monsieur le ministre. Magistral, mesdames, messieurs, magistral. Nous allons maintenant demander au metteur en ondes de nous jouer un petit air de transition, parce que ça fait quelques bonnes minutes que vous êtes assis, concentrés sur les lectures et sur les présentations. Nous allons avoir une petite détente, histoire de faire une petite pause pour introduire immédiatement après la belle Laurette. Studio Music. Avoir un temps de battement entre la première partie et la deuxième partie, qui est finalement un hommage appuyé à l'endroit de celle qui vient de faire rejaillir le nom d'Haïti en plusieurs langues. Il s'agit de... Bonsoir, mon nom c'est Laurette Baker. Comme il a dit, je viens d'Haïti et je vais faire l'hommage à Yannick Laens. Yannick Laens est né en Haïti le 22 décembre 1953.
Elle part très jeune pour la France, où elle fait ses études secondaires. En France, elle fait également des études supérieures en lettres. À son retour en Haïti, elle a enseigné à l'École normale supérieure jusqu'en 1995. Yannick Laens est l'auteur de nombreux articles, en particulier sur Faulkner et Marie Chauvette, et d'un livre d'essais critiques, L'exil et l'ancrage et la fuite, l'écrivain haïtien. Elle anime une émission culturelle Entre nous, à Radio Haïti Inter avec Gigi Dominique. Elle est membre fondatrice de l'Association des écrivains haïtiens et contribue régulièrement aux revues culturelles haïtiennes et antillaises telles que Chemin Critique, Cultura et Bouture. Entre 1996 et 1997, elle fait partie du cabinet du ministre de la Culture Raoul Peck avec Louis-Philippe d'Alembert. En 1998, elle dirige le projet de la route de l'esclavage sous la présidence de Laënnec Urbon, qui annonce une réflexion et des actions intellectuelles, culturelles et artistiques autour de la problématique de l'esclavage dans toute l'île. Tante Résia et les dieux est un recueil de nouvelles qui couvre plusieurs époques et des événements de nature diverses. La Chambre bleue, par exemple, raconte comment une petite fille a découvert que ses parents cachaient des amis persécutés par le pouvoir. Le fond politique est très discret et le texte est écrit du point de vue de la petite fille, dont on suit le raisonnement et les déductions, ce qui donne à la nouvelle la qualité d'un récit de détective. Le jour fêlé décrit la peur d'une jeune femme face à la violence quotidienne. Le talent de Laens tient à ce que, à travers une écriture d'une grande sobriété, elle parvient à rendre des émotions et des personnages tangibles, en particulier la peur. La nouvelle qui donne son titre au recueil raconte le voyage d'une petite fille et sa découverte d'une célébration vaudou. Plusieurs nouvelles évoquent aussi les répressions du Valéris contre les jeunes engagés politiques, ainsi que la vie urbaine de Port-au-Prince avec ses quartiers et ses habitants. La petite corruption est un recueil composé de 7 nouvelles suivies d'un glossaire. Comme dans le premier recueil de nouvelles de Laens, le ton des récits est varié, ainsi que les époques et les types d'émotions. Le désastre banal raconte les rêves et la réalité quotidienne d'une jeune fille de 20 ans, sa tentative de sortir de la pauvreté qui l'entoure et ce que peut représenter la présence de jeunes soldats américains pour une telle jeune fille. Bain de lune déploie une tonalité orale, rurale, océane, une poésie surnaturelle pour parler de la tragédie familiale et la méprise due à des croyances dont la conséquence est infinie, violence par les hommes, violence sur les femmes et l'amour. Une histoire américaine raconte les souvenirs d'une jeune femme haïtienne partie tenter sa chance aux États-Unis à l'époque de la ségrégation. La juxtaposition de 2 univers d'oppression en Haïti et dans le sud des États-Unis, dans le milieu de militants à chaque fois, fait ressortir les liens qui existent, subtilement tissés entre des hommes et des femmes de cultures et situations historiques différentes. La petite corruption évoque les difficultés de la jeunesse masculine à vivre, à s'adapter ou à se réadapter au pays, la tentation de la drogue et la violence qui lui est associée, souvent à l'insu des protagonistes eux-mêmes. La petite corruption est rééditée aux éditions Mémoire d'Encrier en 2003, dans une édition revue et augmentée d'une nouvelle, Corosol, Orange Citronnelle. Le premier roman de Yannick Laens, Dans la maison du père, est le Bildung roman d'une jeune fille qui grandit dans les années 40 dans une famille de la grande bourgeoisie. Au carrefour de son éducation de jeune fille, de bonne famille et de son apprentissage de la culture populaire par sa bonne et son oncle, l'héroïne suit péripéties des journées révolutionnaires de 1945 à 1946. La danse est ainsi dans ce roman la synecdoque des problèmes de classe en Haïti. Aujourd'hui, membre du Conseil international d'études francophones, et Yannick Laens s'intéresse à la problématique de l'esclavage. Elle s'est vue décerner le titre d'officier des arts et des lettres par l'ambassadeur de France en Haïti en 2014.
Grande figure de la littérature, elle a reçu en 2011 le prix d'excellence de l'Association des études haïtiennes pour l'ensemble de son œuvre. Elle branche sans complaisance le tableau de la réalité caribéenne dans chacun de ses livres. Elle est l'auteur d'essais, entre autres, et de nouvelles, notamment Tantrésia et les dieux. En l'an 2000, paraît aux éditions Serpent à Plume son premier roman Dans la maison du père, dont je vous ai parlé. En 2008, La couleur de l'aube, qui est distingué par plusieurs prix, le prix RFO 2009, prix littéraire Guy Richelieu de la francophonie en 2009, prix 1000 pages en 2008. Et en 2010, son récit Faille, inspiré du séisme qui a frappé Haïti la même année. Puis en 2013, Guillaume et Nathalie. Je veux m'arrêter sur Guillaume et Nathalie parce que Guillaume et Nathalie, c'est un de mes romans favoris. Je l'ai lu en même temps que ma mère qui a 72 ans et je recommande à tous les Haïtiens de le lire parce qu'à 72 ans, ma mère qui a vécu en Haïti m'a dit il y a tellement de choses dans ce roman que je ne connaissais pas de ma culture. C'est vraiment un roman qu'on lit vite. C'est un roman sur la classe moyenne haïtienne entre deux professionnels et vraiment, je recommande ce roman à tout le monde. Toutes les personnes qui peuvent lire, je recommande Guillaume et Nathalie. Et ça va être une lecture fascinante pour tout le monde. Maintenant, et le livre pour lequel elle a reçu le prix Femina, Bain de lune, je vais juste vous lire le résumé parce qu'il va y avoir des textes de Bain de lune. Après 3 jours de tempête, un pêcheur découvre, échoué sur la grève, une jeune fille qui semble avoir réchappé à de grandes violences. La voix de la naufragée s'élève, qui en appelle à tous les dieux du vaudou et à ses ancêtres pour tenter de comprendre comment et pourquoi elle s'est retrouvée là. Cette voix expirante viendra scander l'ample roman familial que déploie Yannick Laens, convoquant les 3 générations qui ont précédé la jeune femme afin d'élucider le double mystère de son agression et de son identité. Les Lafleur ont toujours vécu à Anse-Bleu, un village d'Haïti où la terre et les eaux se confondent. Entre eux et les Mésidors, devenus des seigneurs des lieux, les liens sont anciens et les ressentiments aussi. Ils datent du temps où les Mésidors ont fait main basse sur toutes les bonnes terres de la région. Quant au marché, Tertullien, Mésidor, s'arrête comme foudroyé devant l'étale dolmen, une Lafleur, l'attirance est réciproque. L'histoire de ces deux-là va s'écrire à rebours des idées reçues sur les femmes soumises et les hommes prédateurs. Mais dans cette île également balayée par les ouragans politiques, des rumeurs de terreur et de mort ne tardent pas à s'élever. Une voix sombre s'abat pour longtemps sur Anse-Bleu. Pour dire le monde nouveau, celui des fratries déchirées, des déprédations, de l'opportunisme politique, Yannick Laens s'en remet au cœur immémorial des paysans. Eux ne sont pas dupes, qui se fient aux seules puissances souterraines. Leurs mots puissants, magiques, donnent à ce roman magistral une violente beauté. Bain de lune. Bon, nous vous demandons d'applaudir Laurette Becker parce que... comme disait l'écrivain Roger d'Orsainville, pour célébrer l'absence, eh bien, Laurette, tu as fait un très beau boulot. Compliment. En tout cas, on n'a pas encore fini. Il y a 2 autres lectures, très intéressantes, cette fois tirées de l'œuvre littéraire de Yannick Laens. Bain de lune. C'est Bain de lune. Vous n'êtes que des lâches, bandes de poltrons. Vous vous laissez malmener sans rien dire, sans aucune protestation. On vous piétine et au lieu de vous défendre en enlevant le pied, vous tendez tout le corps, le dos, le ventre, la tête, pour qu'on vous marche dessus, pour que l'on vous écrase comme des vers de terre. Oui, c'est ce que vous êtes, des vers de terre. Père Bonin avait ce dimanche-là choisi la colère pour nous parler. Sa peau avait viré un rouge que nous n'avions jamais vu. Déchaîné, il prononçait son sermon dans une grande exaltation. Avait-il bu plus de vin que d'habitude? Nous ne savions pas. Mais sa voix était éraillée comme celle d'un vieil ivrogne. De toute façon, c'était par cette voix abîmée
que passait la parole de Dieu. Et à en croire ce que disait Père Bonin, Dieu ne nous aimait pas beaucoup ce dimanche-là. Nous nous sommes dit que peut-être un redoutable Iwa Petro dansait dans la tête de Père Bonin. Il était vraiment très en colère contre nous, contre ceux qui quittaient village et hameaux à bord des camions, contre ceux qui les emmenaient, contre ceux qui les faisaient chercher, contre ceux qui les laissaient partir. Et la terre, dites-moi, qui va se battre pour elle ? Pris par surprise, nous n'avons pas bronché, certains d'entre nous, le coussin d'un scapulaire, d'autres d'un chapelet et quelques-uns des deux. Cachant bien notre stupéfaction, nous n'avons pas non plus fait entre nous le moindre commentaire, pas un. Nous ne bronchions pas, plus que jamais engoncés dans notre unique vêtement du dimanche, dans notre impassibilité, dans notre silence paysan. Visiblement, Père Bonin était au courant d'événements et de choses que nous ignorions. Des affaires de gens plus puissants que nous, des affaires de grands nègres et de grands blancs, des affaires sur lesquelles nous n'avions aucune prise et desquelles nous voulions nous tenir éloignés. Dorcélien quitta furieux l'église, menaçant du doigt Père Bonin, qui fit une pause de quelques secondes en le regardant droit dans les yeux. Dorcélien et Père Bonin semblaient avoir entamé une conversation par-dessus nos têtes et s'être compris. Contrairement à nous qui sommes restés raides comme des statues, silencieux, serrés, épaule contre épaule, transpirant un peu plus que d'habitude. Cette scène ne faisait que nous confirmer au plus fort de nous qu'il s'agissait bien d'une histoire entre des gens plus grands que nous. Au départ de Dorcélien, Père Bonin continua de plus belle. Un enfant de Dieu est aussi un enfant qui relève la tête et qui chasse les mécréants comme Jésus l'a fait avec les marchands du temple. Vous n'avez pas à tout accepter, à tout avaler sans maudire, sans opposer la moindre résistance. On vous anéantirait jusqu'au dernier que je n'entendrais rien de vos lèvres, que vous ne soulèveriez pas un bâton pour frapper l'ennemi. Nous nous sommes mis à hocher légèrement la tête, à notre insu peut-être, car aucun d'entre nous ne voulait avoir affaire avec Dorcélien. Est-ce à cause de ce léger remous que Père Bonin put lire sur nos visages que nous étions soulagés du départ de Dorcélien ? Difficile de le savoir. Toujours est-il qu'il se fit plus conciliant quand il ajouta dans un créole qu'il commençait à maîtriser « Et puis je vous connais. Si vous croyez que je ne sais pas que vous fréquentez l'église, que vous agenouillez, que vous recevez le corps du Christ et une fois rentré chez vous, que vous vous adonnez à des rites de sauvages, oui, de sauvages, alors je vais vous dire, moi, ce qu'il adviendra de vous. La nuit ne cédera plus la place au jour. Les plantes deviendront des pierres, et oui, les poissons ne seront plus que des souvenirs dans vos filets secs, et vos bêtes n'accoucheront plus. Telle sera la volonté de Dieu. Amen. » Et nous avons répondu « Amen ». Puis Père Bonin appela d'autorité Yvenel, qui s'avança dans ses habits tout blancs d'enfant de chœur. Sa voix était toujours méconnaissable quand il attaqua son chant en latin. Un de ces chants dont nous avions fini par connaître les sonorités à force de les entendre. Alors nous avons répété avec lui, mais plus fort que d'habitude, comme pour nous soulager d'un poids sur la poitrine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Charlotte. Charlotte. Applaudissons tout de suite Charlotte, qui va faire la seconde lecture. Allez. Malgré les recommandations et les mises en garde de l'instituteur, de la radio et des membres du CASEC, qui sont passés nous prévenir qu'un gros ouragan allait frapper la côte, je me suis attardée en chemin. Allez savoir pourquoi. Il y a ces larges lampées de sel et d'écume sur le sable. Mais, dans ce crépuscule d'il y a 3 jours, je n'ai rien vu. Rien. Trop occupée à tenter de respirer, trop occupée à tenter de ne pas voir venir tout ce qui allait suivre.
Ne fais pas ce que tu pourrais regretter, martèle ma mère. Ne le fais pas. Plus tard, le vent a soufflé sans s'arrêter, détachant les branches des arbres, soulevant les feuilles en bourrasque. J'ai pensé au sermon du pasteur Fortuné que nous racontaient Ézéchiel et Oxéna à l'église des Pentecôtes, à l'arche de Noé. Et j'ai imaginé que la mer s'était mise à la place du ciel et nous déversait toute son eau. Vraiment, je l'ai cru. Et que bientôt, hommes, femmes, bêtes et enfants, des trombes d'eau du ciel noir se sont déversées sur Anse bleue et sur la mer violette. Le vent, dans toute cette eau, s'est déchaîné, creusant des tourbillons d'air et de pluie, dressant des vagues géantes à l'assaut des rochers, déracinant les arbres, emportant des tôles, défaisant des chaumes. Très vite, des éclairs ont lacéré le ciel, comme une vieille calebasse. J'ai faim d'écouter les conseils, de rentrer. En réalité, je me suis cachée derrière les bailles à ondes, en haut de la butte. Je racle et je perds pied. Je ne recrache plus l'eau en gargouillis sonores à la surface de l'eau. Mon cœur brusquement arrête sa course. Loco, dans la voie du vent, a soufflé tout l'après-midi jusqu'à me faire tituber, jusqu'à me faire plier les genoux. C'est un de ces ouragans, avec le vent, qui enchante et qui rend fou. Il s'est élevé dans un fracas, cognant contre mes tempes. Soudain, une joie nue m'a assailli. Je garde le souvenir d'une sorte d'ivresse s'emparant de moi. J'étais libre dans le vent, dans la mer, accordée au grand cœur sauvage, traversée des mêmes violents remous, et eu envie de crier « Mon amour, où es-tu » Ni aucune crainte. Ce n'est que la fascination de la lune, rien que ça, mon amour. Et puis, au-dessus de ma tête et contre ma nuque, deux mains qui m'obligent à m'enfoncer dans les vagues, malgré moi. Malgré le souffle qui commence à me manquer, je m'agite dans tous les sens. Mes gestes sont aussi brusques que désespérés. Je me débats de toute la force de mes bras, de toute la force de mes jambes. Je me débats jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que le souffle m'abandonne. Mais voilà que je perds pied. Je bois l'eau jusqu'à l'asphyxie. Je m'écroule comme une bête qu'on assomme. Entre mes cuisses, une main, une chair qui me déchire. Je me retourne. Mon regard incrédule se révulse. Et, soudain, l'obscurité liquide, de plus en plus froide. Dans cette nuit de vent et d'eau, il m'a saisi par les épaules et m'a maintenu la tête sous l'eau avant de s'engouffrer dans les ronces. À l'approche d'Anse bleue, malgré leur grande fatigue, les 4 hommes ont accéléré le pas. Je perçois au loin notre case en dur et toutes les autres, encore enveloppées dans une brume de fable. Tous les visages sont tournés vers le nord, en direction du cortège qui avance. Les hommes transpirent à grosses gouttes. Leurs bras, quoique robustes, tremblent. Une morte, ça pèse lourd. Le projet tel que conçu n'a pas prévu de période des questions, pas vrai, monsieur? On peut faire des questions? Bon, alors, on vient d'être autorisé à promener le micro. On aura jusqu'à 7h30, c'est-à-dire c'est quelques questions. Mais il faut pouvoir briser la glace. Dans cette salle, il y a des écrivains et des écrivaines. Je regarde ma chère amie poétesse. Et il y a d'autres écrivains d'histoire qui sont ici. Il y a des journalistes. Il y a des lecteurs assidus. Il y a toutes sortes de gens capables de poser des questions. Et il y a des gens qui s'intéressent à la littérature de leur pays, mais qui ne peuvent pas nécessairement lire en français de façon courante. Tels sont mes 2 nièces qui sont ici. Mais tout ce que je fais, tous ceux auxquels je suis impliqué, elles me suivent comme des fourmis. Merci d'être venues, mes filles. Donc, dans cette salle, c'est la salle de la différenciation, c'est-à-dire il y a toutes sortes de gens, mais il y en a aussi qui peuvent poser des questions. Je vais décider de ça. Pas toi, Madame Laurence. Monsieur Saint-Fort. Oui, merci Étienne. Je voudrais juste signaler à mon ami, mon collègue Franz Lecomte, qui a fait un très bon travail, mais qui a oublié de citer un immense écrivain haïtien qui s'appelle Marvin Victor, qui a écrit un roman immense, tout aussi immense, qui s'appelle Cormélé, qui a obtenu le grand prix de la Société des gens de lettres. Bon, je ne sais pas si c'est une erreur ou bien
parce que le temps était très réduit. Voilà. Un commentaire venant d'un docteur S-Lettres. Applaudissons Hugues Saint-Fort tout de suite. Il y aura d'autres commentaires, je suis certain, mais pour cette fois, c'est de Laurence. Laurence, vous êtes responsable du livre et vous avez vu ce soir un échantillon assez représentatif de la littérature d'Haïti. Vos impressions? Alors, je n'ai pas de questions à poser particulières, mais mes impressions sont évidemment extrêmement positives. C'est une très belle soirée. On est très heureux qu'il y ait autant de monde qui soit venu et que les textes qu'on nous a donné à entendre sont très divers et je crois témoignent bien de tout ce que représente la littérature haïtienne. Voilà. Merci beaucoup. La caméra me fait des exigences. On voudrait que les gens qui sont ici puissent se retourner pour être bien filmés. Alors c'est un peu compliqué, mais quand même, je ne résiste pas à donner le micro à Anthony Georges-Pierre qui a fait le voyage de la Floride pour être ici avec nous. Anthony. Merci, professeur Télémac. Je salue l'auditoire et j'ai écouté les présentations des docteurs Lecomte et Covin-Paul. Et il y a une question qui reste. Quel avenir pour la littérature haïtienne et la littérature de la diaspora? Bon, la question est soulevée. Ici, il y a des gens qui sont concernés. Moi, lecteur, je suis concerné parce que j'aime lire. Mais aussi, il y a des spécialistes, il y a des professeurs d'université qui sont dans la salle et il y a d'autres lecteurs comme moi. Donc, quel est l'avenir, dit-on, de la littérature haïtienne, en langue française évidemment? Eh bien moi je n'hésite pas, je dis simplement que je suis très 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 optimiste et je sais que cette littérature-là haïtienne est appelée à avoir un très grand avenir. D'ailleurs vous voyez ce que nous avons fait, nous en diaspora. Dans ma petite compilation, eh bien, j'ai dû éviter pas mal de gens parce que j'ai presque, disons, méprisé les auteurs là qui sont au Canada et qui ont gagné pas mal de prix. Les Phelps, les Desrosiers, les Auriol, les Gariclan, enfin ce sont des gens qui écrivent très bien, qui sont de grands nouvellistes, de grands romanciers, de grands poètes et de grands essayistes. Et c'est un petit peu partout, c'est-à-dire ça se renouvelle un peu partout si vous voulez en diaspora. Si vous allez en France, vous allez trouver des Haïtiens qui écrivent très bien. Et vous allez aux États-Unis, ça va être pareil. Donc moi, jusqu'à présent, enfin avec toutes les données que nous avons, tout cela m'autorise à dire que la littérature haïtienne en diaspora est appelée à un très très brillant avenir. Ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième, quand il s'agit d'Haïti, que la littérature soit écrite en français ou en créole, eh bien bon, ça prendra un petit peu plus de temps si vous voulez les créoles. Enfin, c'est pas tout le monde qui lit le créole. On est obligé d'encourager les gens à lire, etc., etc. Mais quand même, il y a un enthousiasme presque délirant. C'est-à-dire quand il s'agit de littérature, quand il s'agit de peinture, quand il s'agit de sculpture et quand il s'agit de musique. Donc l'art haïtien est roi en diaspora et en Haïti. Merci. Oui, on connaît le conte avec son enthousiasme et son langage châtié. Mais il y a d'autres réactions, celle de Covin-Paul. Je ne suis pas tellement optimiste comme mon ami Franz Lecomte. En diaspora, nous avons une littérature sans lecteur. Avec la nouvelle technologie, nos enfants ne lisent plus. Donc, pas moyen de croire à un avenir bien progressif de cette littérature. Donc, les gens ne lisent plus et certains gens proclament même la mort du livre avec la nouvelle technologie.
Donc, il s'agit maintenant de repenser, de créer notre univers pour notre littérature. Donc, j'ai écrit des livres, les livres restent chez le libraire, donc ce sont des livres tout à fait poussiéreux parce que les gens ne viennent plus acheter, donc il n'y a pas de lecteur. On ne peut pas, Sartre parlait de littérature, n'est-ce pas? Et pour qu'il y ait littérature, il faut qu'il y ait des lecteurs. S'il n'y a pas de lecteurs, il n'y a pas de littérature. Donc, il y a une carence de lecteurs. Nous devons travailler en ce sens pour créer, n'est-ce pas, de nouveaux lecteurs. Et la nouvelle technologie est contre nous. Nos enfants ne lisent plus, donc ils passent leur temps, n'est-ce pas, à regarder les images ou encore à envoyer des textes à leurs amis, mais les livres, ils proclament la mort du livre. Donc, bon, je ne suis pas sûr que le pessimisme du docteur Cauvin-Paul soit complètement partagé par la salle, parce que je reçois des signaux qui me disent qu'il y a d'autres interventions, en tout cas celle de Laurette. Pour moi, je suis originaire de la diaspora, j'ai passé 25 ans à New York, et je suis de retour en Haïti, et je recommande, comme le docteur Lecomte a parlé de la culture haïtienne en général, peut-être que les livres sont poussiéreux ici, et je le comprends parce que moi j'ai été dans la diaspora, et en général, quand j'ai été à ce genre d'événements, j'ai toujours figuré parmi les plus jeunes dans ces événements. Donc la littérature en français aux États-Unis a peut-être un problème, mais en Haïti, si vous n'avez pas été à Livre en folie, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se... Mais moi maintenant, j'adresse et je représente ceux qui vivent en Haïti, et la littérature haïtienne est vraiment vivante en Haïti. Elle est jeune, elle est dynamique, elle est dans tous les milieux. Bien sûr, Haïti est un pays pauvre, donc les moyens économiques manquent, mais justement, c'est là que notre diaspora a un rôle à jouer. Parce que moi, je ne vois pas de librairie, je ne vois pas de bibliothèque créée par ces gens de la diaspora qui ont beaucoup de succès. Donc, notre diaspora a un grand rôle à jouer, justement, pour pousser la littérature. Et ça, c'est important. Et comme personne qui suis de retour en Haïti et je suis en train de voir ce qui se passe, vraiment, il y a un désir d'apprendre, de lire, mais les moyens manquent, et la diaspora doit s'élever à ce niveau. Et je le dis aussi parce que je ne suis pas née en Haïti, je suis née au Congo-Brazzaville, et quand je vois les efforts de la diaspora africaine, il y a un monde entre ce que la diaspora africaine fait, de retour en Côte d'Ivoire, de retour au Ghana, de retour au Sénégal, par rapport à notre diaspora. Notre diaspora doit s'organiser et vraiment faire des efforts en Haïti. Bon, il y a plusieurs notes là, l'optimisme et le pessimisme. Une réaction du docteur Saint-Fort. Merci Étienne. Je voudrais... Bon, la question était l'avenir de la littérature haïtienne. Bon, je voudrais d'abord dire qu'il y a une littérature haïtienne qui s'exprime en 3 langues, en l'anglais, le français et le créole. Donc tout dépend de la littérature, de l'aspect linguistique de la littérature dont on parle. Je pense que d'une manière générale, d'ailleurs, bon, je viens de terminer un article qui paraîtra bientôt dans la revue Gran sur cette question. Mon texte s'intitule « Création littéraire haïtienne, 3 langues, une littérature », où je montre que la littérature haïtienne a un certain avenir en Haïti. Bon, la littérature haïtienne d'expression française a un certain avenir en Haïti. La littérature haïtienne d'expression créole a un certain avenir, mais le créole est encore méprisé, minoré en Haïti, donc ça prendra du temps. Par contre, la littérature haïtienne d'expression anglaise, en diaspora américaine, a un très grand avenir. Il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines haïtiens et haïtiennes qui maîtrisent bien la langue française et qui élèvent la littérature haïtienne d'expression anglaise. Voilà. Bon, alors, il y a d'autres intervenants. Bon Dieu. En tout cas, j'hésite, parce que à 7h30, je dois couper tout ça. Bonsoir.
Je voudrais d'abord remercier mon ami Étienne Télémac de m'avoir invité à cette soirée littéraire, ce qui nous manque réellement dans la diaspora. J'ai entendu les deux positions du docteur Lecomte et de Maître Paul. Je partage un peu l'opinion de Maître Paul. Ces soirées littéraires manquent à nous autres ici à New York. Je pense que des intellectuels comme Maître Télémac, et en fait Laurette Baker qui vient en Haïti, devraient essayer d'organiser des soirées pareilles, en fait de façon trimestrielle. C'est pour regrouper un peu donc les gens comme en fait nous autres ici. Il y a pas mal qui n'ont pas pu faire vraiment le déplacement ce soir. Donc je pense que c'est vraiment à encourager. D'accord, c'est vraiment mon intervention. Merci. Donc on m'a chargé d'une mission. Il y a une autre réaction, mais je regarde l'heure. Dans quelques 7 minutes, ça doit se terminer. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Moi, je voudrais plutôt, au nom de la mission permanente d'Haïti et aux Nations Unies, et en mon nom personnel, présenter mes félicitations les plus vives à Madame Laurette, à Madame Laurence Marie, à Monsieur Smith et Monsieur Étienne Télémac qui ont bien voulu organiser cette manifestation, cette magnifique manifestation culturelle, littéraire ce soir pour célébrer les beaux-arts et la littérature haïtienne. Et pour faire suite au précédent intervenant, je pense que ce soir, c'en est une, il y aura encore d'autres soirées de ce genre pour vraiment rehausser, n'est-ce pas, la production littéraire et artistique haïtienne. Félicitations encore à vous qui avez pensé organiser ce remarquable spectacle ce soir. Félicitations et à bientôt. Bon, alors nous avons beaucoup de missions. Il faut en faire d'autres. C'est ça le compte. Il faut en faire d'autres. Peut-être que si on nous écoute, et je prends le temps de dire que c'est la dernière intervention s'il y a une question, mais je lui donne volontairement la parole, je lui donne, cette poétesse, volontairement la parole. Tu peux dire un texte, c'est pas interdit. Viens. Elle s'appelle Janie Bogart. Un très beau nom d'ailleurs. Merci Étienne. Bon, c'était pas prévu, comme vous pouvez le constater. Donc, un de mes poèmes que je peux me rappeler de mémoire, je vous lirai, c'est Enseveli. Tu as réussi à m'ensevelir dans ta vie. J'ai été la graine égarée sur ta terre sèche, aride, une terre rude, ridée, cette terre couleur pierre, couleur 3. Et encore cette interrogation bête, obscène. Pourquoi as-tu masqué la vérité? Mon unique vérité se situe au-delà de tes yeux de braise, au-delà de mes jours monotones, au-delà de toute compréhension. Vérité sèche, raide, poussiéreuse, vérité enveloppée dans ta terre torride. Encore une fois, les mots n'ont pas su franchir mes lèvres. Prisonniers, ils tournent en rond sur ma langue, comme des damnés, des condamnés, mal aimés, mal acceptés, rejetés, leurrés, oubliés, piétinés. Je n'ai pas besoin de tes chaînes, de tes doigts implantés dans mon haleine, transplantés dans mes colères. Je ne veux pas t'aimer quand tu le veux, comme tu le veux, ni autant que tu le veux. Je veux à l'encre de mon sang t'imprimer en moi. Vivre en toi, non tuer en moi. Que de simulacres, que d'illusions avons-nous vécu. Bêtises devenues aujourd'hui dédain. M'enfuir du doux enfer de tes bras. Fuite éperdue à travers le temps, à travers l'espace, pour aboutir à l'unique porte de sortie, l'unique planche de salut. Mais vers où mène-t-elle? Interrogation mesquine, interrogation feinte. Passé imparfait, présent composé, futur compliqué, j'avais trop espéré ta compréhension et tes grimaces qui ressemblaient à des sourires.
Espoir chagrin, espoir tristesse, espoir désolation, espoir amertume, espoir mal. Tu m'as tout volé, mes souvenirs, mes espoirs, tu m'as tout volé. Il ne reste que du vide en moi. Il n'y a même plus de larmes dans mes yeux, couleur acier, couleur transparence. Mes mains ont tenté d'attraper un peu de ton temps, un brin de tes cils, un cognement de ton cœur dans ta poitrine, mais en vain. Pourquoi m'aimer? Parce que, disloqué dans ta poussière, je suis entraîné par le vent aux quatre coins de tes horizons. Communier, communion, comme un désir, toi inséré en moi. Toi, mon complément, ma terminaison, mon plus que parfait mal conjugué devenu imparfait et futur nul. Toi, mon tout. Je ne veux même plus savoir si tu m'aimes. Mon amour soudain s'échappe de mes commissures buccales, de mes commissures cruciales, et puis mes cris qui s'étranglent dans ma gorge, mes larmes qui se perdent dans ma mémoire. Enveloppé dans ta couverture de poussière, tu m'as enseveli. Toi, ma petite folie. Bon, imaginez-vous qu'elle n'était pas prévue au programme. Mais je connais les talents des Haïtiens et j'ai fait ça au pif et ça a marché. Merci beaucoup, Jamy. Je dois dire aussi un grand merci à ces deux lectrices, Charlotte et Hélène, qui ont contribué grandement au succès de cette soirée. J'appelle au podium M. Ligondé. Il travaille dans l'ombre, mais il est très important qu'on mentionne son nom par rapport au succès de cette soirée qui se tient ici à la librairie Albertine. Monsieur Ligondé, mes félicitations. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir au service culturel de l'ambassade de France pour partager avec moi ces quelques heures de joie et de bonheur, parce que mon idéal en travaillant ici, c'est d'introduire la communauté haïtienne de New York et d'Haïti à cette institution. Je suis compris, j'ai été compris, je me suis fait compris et ça m'a fait plaisir. Naturellement, ce n'est qu'un pas. Mon intention, je ne suis pas écrivain, je suis un lecteur. Et ici dans la salle, j'ai des professeurs à droite et à gauche. J'ai dans la salle mon professeur d'histoire d'Haïti à Port-de-Paix dans les années 60. J'ai à ma droite mon professeur de littérature française et de littérature haïtienne. À ma gauche, mon professeur d'histoire. À ma droite, mon professeur de littérature française, Cauvin Paul et Anthony Georges Pierre. Donc, comme je l'ai dit d'ailleurs, c'est un plaisir pour moi de me lier aux autres membres du service culturel français pour faire tout ce qui est dans mon possible pour que les Haïtiens soient bien cotés, soient bien vus dans le milieu francophone. Merci et à la prochaine. Vous avez compris. Maintenant, il s'agit de dire merci et un grand merci aux deux plus importants artisans de cette réussite. Le libraire est là, le responsable de la librairie est là. Il s'appelle Monsieur Schmitt. Viens mon frère, viens.
Passant à les dire aux Lacédémoniens que nous sommes ici par rapport à... Merci. Je vous invite, pendant une petite heure, la librairie va être ouverte. Si vous n'y avez jamais été encore, posez des questions, recommandez-nous des titres. On ne connaît pas tous les auteurs haïtiens, j'ai appris plein de choses ce soir. Donc faites-nous découvrir voilà, vos livres, vos passions. Et nous, on fera la même chose dans l'autre sens. Merci encore à tous d'être venus. C'était risqué un samedi soir, mais je crois que tout le monde est content. Et merci encore, Étienne. Et en fin de compte, à tout seigneur, tout honneur. Laurence, viens avec nous. Viens avec nous pour que la caméra qui envoie les images sur Haïti puisse bien saisir cette belle personnalité. Photographe, à vous. Merci beaucoup. On va continuer au bureau du livre avec Anne-Sophie également qui fait partie de l'équipe et qui est là-bas, à essayer de promouvoir la littérature haïtienne auprès des éditeurs américains pour qu'elle soit encore plus traduite qu'elle ne l'est déjà. Mais c'est une des littératures d'expression française qui est plus traduite et qui a le plus de succès auprès des Américains. Donc que ça continue et avec encore plus de panache, si je puis dire. Merci. Et comme ils ne peuvent pas se déplacer, je rends hommage à qui hommage est dû, à l'équipe technique qui fait le travail avec autant de bonheur et de précision. Gary Altidor, à la caméra. Emmanuel Sanon, à la table de contrôle. Et à la retransmission en direct sur Haïti, Peter d'Haïti. Merci d'être venu. Vous allez avoir un moment de récréation et ensuite vous allez visiter la librairie. Je suis Étienne Télémac. Je vous ai parlé depuis la 5e avenue à New York à l'occasion de cette belle journée sur la littérature d'Haïti où l'on a célébré avec enthousiasme et bonheur Yannick Lines, notre Yannick.